Effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand la France emprunte relativement un taux élevé sur les marchés, ça a un impact direct sur les taux d'intérêt payés par les Français quand ils font des emprunts immobiliers ou alors quand les entreprises cherchent à se financer. Donc déjà, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est le rôle des agences. Le rôle des agences, c'est simplement de mesurer la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. Donc oui, c'est vrai, aujourd'hui, les agences de notation considèrent que l'État français est en mesure aujourd'hui de rembourser ses dettes. Mais pourquoi on a une notation assez qui n'a pas bougé hier? Je crois qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est naturellement que les agences de notation savent qu'on a des services publics qui fonctionnent mal, sauf un Bercy, c'est-à-dire donc notre capacité en fait à justement prélever l'impôt. On sait qu'on est bon là-dessus. Et deuxièmement, on sait, et les agences de notation sont les mieux placées pour le savoir, c'est qu'on a à peu près 6500 milliards de produits financiers possédés par les Français. Donc autrement dit, les agences de notation savent que si jamais l'État français a du mal à rembourser sa dette, eh ben, elle ira piocher dans l'épargne des Français. Et c'est pour ça que je trouve que c'est effectivement une bonne décision une décision positive pour les Français à court terme. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'à force justement d'avoir des agences de notation qui ne prennent pas leurs responsabilités, on va avoir des gouvernants qui vont continuer à dépenser l'argent des Français et justement à ne pas faire les réformes indispensables qui permettront justement à la France de se restructurer et finalement d'aller vers un seul objectif, c'est la croissance. L'objectif, c'est les gouvernants devraient être tournés complètement vers l'obtention. Il faut qu'ils arrachent la croissance, parce que si on a de la croissance, on pourra rembourser notre dette. Nicolas Barré. On a deux fragilités. D'abord, la moitié de notre dette est détenue par des non-résidents, par des étrangers. Donc ça, c'est un élément fragile, parce que le jour où ils nous font plus confiance, les choses deviennent compliquées. Par exemple, avec une situation japonaise où les Japonais détiennent leur dette. 90% de la dette est détenue par les Japonais. Mais même en Italie, il y a seulement même pas 20% de la dette qui est détenue par des non-résidents. Donc nous, on est dans une situation beaucoup plus fragile que les autres. Et puis l'autre fragilité, c'est qu'on n'est pas crédible. C'est que quand le gouvernement dit en 27, on sera revenu à 3% de déficit. Les 3% de déficit, on les a tenus 4 fois en 20 et Est-ce que quelqu'un y croit ici, au 3% de déficit en 27? Personne n'y croit. Je crois que le gouvernement ne croit pas. Personne n'y croit. Et donc ça, c'est quand même aussi un élément de fragilité, parce que notre discours sur on va réduire la dette, on va réduire les déficits, manque singulièrement de crédibilité, puisqu'à chaque fois, on rate les objectifs. Non, mais d'autant qu'on parle de réduire les déficits, de revenir aussi aux 3% en 2027, alors qu'on a des choses à financer, qu'on n'arrête pas de... sur plein d'aspects, il y a pas on ne paye pas que le remboursement de la dette. On a encore parlé de l'armée cette semaine avec des sommes colossales. Mais je répète, parce qu'il faut quand même que ça soit entendu, je veux dire, on ne peut pas réduire la dette avec une politique qui consiste de manière parfaitement dogmatique et parfaitement fermé à dire on ne touche pas aux revenus, on ne touche pas au patrimoine, on ne touche pas aux super profits du CAC 40. Bien sûr que la dette augmente. Alors je suis d'accord avec vous, ça pose un problème. Mais pourquoi est-ce qu'elle... Mais écoutez, c'est pas en augmentant les impôts qu'on va résoudre le problème, puisqu'on est déjà les champions du monde. Et bien entendu, on les paye avec quoi la dette ? On les paye avec quoi ? On les paye avec les impôts des pauvres. On est déjà les champions du monde de la pression fiscale et on voulait encore augmenter la pression fiscale. Enfin, écoutez, il y a quand même des choses absolument minimum. Vous le savez, votre journal l'explique tous les jours, qu'on bat tous les records de profit en ce qui concerne le CAC 40. Et de pression fiscale. Vous le savez, tant mieux. Il faudrait qu'il y ait plus de à condition que ça serve. À condition que ça serve. Les salariés sont contents, Michelin, ils gagnent de l'argent. Benjamin Corriat termine et puis ensuite vous donne la parole, Benoît Perrin. À condition que ça serve à l'ensemble des Français et pas seulement aux salariés. Parce qu'ils ne sont pas taxés, les profits. Mais les entreprises, ces entreprises payent déjà des impôts. Attendez, les Français qui gagnent de l'argent payent déjà des impôts. Laissez Benjamin Corriat terminer, puis ensuite l'ensemble des pays d'Europe, en tout cas dans la plupart des pays d'Europe, devant les profits gigantesques qui ont été faits à l'occasion d'une part du Covid et d'autre part de la crise pétrolière, on a pris des mesures de taxation provisoire ou plus durable des super profits. Ridicule. On a récupéré 300 millions sur 14 milliards attendus. Alors écoutez, il ne faut pas dire des choses pareilles. Ridicule. Les profits sont taxons. Non, mais les profits sont taxés. On fait semblant plus qu'ailleurs. On fait semblant. Oui, il y a deux visions. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. A priori, on ne partage pas tout à fait la même. Soit on continue à taxer. Et on sait ne continue pas. Attendez, Benjamin Corriat. Attendez. On ne puisse vous répondre énormément taxé en France. On cesse de baisser la taxation. S'il vous plaît, Benoît Perrin.
soit on continue le chemin mortifère qui est de la taxation dans tous les sens. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les plus riches partent, les entreprises partent. Et résultat des courses, ça va encore... la taxation va être subie par les classes moyennes. C'est le cas. Donc soit on fait ça, soit on allège considérablement les normes et les impôts qui pèsent sur les entreprises et les particuliers. Et là, on arrivera à l'objectif final qui doit être la croissance. Il faut aller arracher vraiment la croissance par tous les moyens. C'est parce qu'on aura de la croissance qu'on aura moins justement de prestations sociales. C'est très important. Et précisément, je voudrais vous faire entendre une voix, un acteur, une actrice en l'occurrence de l'économie cette semaine qui s'est exprimée sur France Info hier matin. C'est la directrice générale de Nexity, un grand promoteur immobilier qui annonçait se séparer de 20% de ses effectifs. La situation économique de la France, le mot croissance a été utilisé par Benoît Perrin. Aujourd'hui, on s'est rassuré avec les agences de notation, si je comprends bien, hier soir assez tard, mais sur les perspectives aujourd'hui, puisqu'on fait un état de santé finalement de notre économie ce soir. Les perspectives sont une croissance faible. Oui. Le gouvernement prévoit 1,4% de croissance l'année prochaine et un peu plus même l'année suivante. On ne fera pas. Mais en réalité, les perspectives sont probablement inférieures à ça. Donc on est sur des croissances qui sont de l'ordre de 1% donc sur les années qui viennent. Et ça, c'est aussi une raison qui fait qu'on peut s'inquiéter du niveau de notre endettement, parce que sans croissance supplémentaire, il y a moins de recettes fiscales, effectivement, et donc il est plus difficile de rembourser notre dette. Donc on a depuis en plus le Covid, on a noté aussi un ralentissement de la productivité. On ne sait pas d'ailleurs très bien l'expliquer, mais du coup ça veut dire que la croissance potentielle de la France s'est plutôt affaiblie. Sauf qu'à ce moment-là, l'argent n'était pas cher. Alors effectivement, je veux dire, la situation globale, c'est compliqué. Là, on est en train de rentrer dans un circuit un peu compliqué, non, Nicolas Barré? La situation globale, c'est compliqué. La guerre en Ukraine, évidemment, a considérablement renchéri un certain nombre de l'énergie, mais pas seulement, a compliqué le circuit économique, a compliqué le circuit des marchandises dans le monde. Enfin, on voit bien qu'on est dans une phase où tout va coûter plus cher, plus cette transition énergétique, cette transition verte qui va mécaniquement renchérir aussi les choses et nécessiter d'énormes investissements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, on a une dette très élevée et devant nous des murs d'investissement à franchir sur la défense, sur l'environnement, sur un certain nombre d'autres sujets comme l'éducation, etc. Benjamin Coryat, c'est qu'on est en train d'expliquer qu'on n'a plus d'argent, mais qu'il va falloir en dépenser énormément. Mais oui. Et vous avez expliqué très clairement qu'il y avait des pistes vis-à-vis de l'impôt, mais si vous voulez, de manière tout à fait calme et tranquille, la question qui est posée et les différences de vues sont les suivantes. Il y a une vue qui est défendue majoritairement, en tout cas par le pouvoir aujourd'hui en place, qui consiste à dire on laisse la main aux entreprises, c'est elles qui savent faire, et plus elles sont riches, mieux ça ira. Donc, il faut baisser les impôts sur les entreprises. Ça a été la baisse de l'impôt sur les sociétés, ça a été la baisse des impôts de production, ça a été l'installation pérenne et doublée du CICE, c'est-à-dire des prélèvements sur les salaires. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ne marche pas. Parce que, je veux dire, ce bilan, c'est le leur, c'est pas le mien. Bien. Donc, l'autre voie consiste à dire, et sur un point, nous sommes d'accord, il y a des murs d'investissement à franchir. Sur ça, on est parfaitement d'accord. Notamment sur la transition écologique, et éventuellement sur la question de la défense, bien que ça soit une question plus compliquée. Puis se débattre politiquement, bien sûr. Oui, mais en tout cas, il y a des murs d'investissement. Bon, donc, ce que nous préconisons, ce qu'on est un certain nombre à préconiser, c'est de dire, quand on leur laisse la main, ils ne font pas. Ils ne font pas. Donc, il faut être capable de retirer au moins une partie de ces super profits qu'ils ont fait, parce qu'on est toujours dans la théorie du ruissellement. Il n'y a rien du tout qui ruisselle. Est-ce que vous accordez ça à Benjamin Coryat? Attendez, je finis juste. Sur le bilan. Il faut juste être capable de prélever une partie de ces surprofits et de les investir là où c'est nécessaire. Et de les investir. Voilà. Sinon, si on les attend, eux, ils ne le feront pas. Ils ne le font pas. Benoît Perrin, est-ce que vous accordez à Benjamin Coryat que le bilan, finalement, de ces dernières années, voire décennies, bon, plus, non, vous avez évoqué le CICE, c'est François Hollande. Oui, ça a commencé avec François Hollande. Est-ce que vous lui accordez que le bilan n'est pas positif, puisqu'on en est là? Alors, le bilan n'est pas positif, c'est vrai. D'abord, on partait de très loin, et deux, on n'est pas allé assez loin.
une des difficultés de la France, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit, les entreprises et les particuliers paient trop d'impôts. On a une vraie bureaucratisation de la France. On a des normes qui continuent à peser sur les entreprises et qui les empêchent de se développer. On a une fonction publique qui est effectivement extrêmement importante et qui empêche un redécollement de l'économie important. On a encore des boulets au pied. Vous savez bien que sur la question, par exemple, de la fonction publique, puisque vous l'évoquez, je peux vous demander, on aurait encore une demi-heure de débat, mais je peux vous demander laquelle. Enfin, l'hôpital, l'éducation, la police, l'école, la police. Très bon exemple. L'hôpital, on a appris récemment que sur 100 personnes qui travaillent dans un hôpital, il y en a 30 qui ne voient jamais de patients, c'est-à-dire qui sont dans l'administratif. À l'hôpital, vous parlez à des médecins, vous parlez à des infirmières. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, en fait, on passe notre temps à faire du reporting. On passe quasiment plus de temps sur Excel qu'on passe de temps devant des patients. Il faudrait plus de fonctionnaires qui fassent devant des reporting. Non, il faut moins de normes. On a créé les ARS qui embauchent 9000 personnes en France, ça, le problème. qui le problème, produisent la des T2A, normes. C'est ça qui le produisent. problème. Alors la T2A, vous avez raison. On va pas dans un débat sur la tarification. Mais tout à fait, je dis simplement. Il y a beaucoup de gras en France sur l'administratif. Il faut absolument envoyer des fonctionnaires levier d'économie pour vous, les bureaux. C'est aussi simple que ça.